Olivier Véran, bonjour. Bonjour. Ministre des Solidarités et de la Santé. Faisons le point sur l'épidémie. Covid-19, l'épidémie progresse, mais pas de flambée épidémique, plus 2% le nombre de cas en une semaine. Bon, ça stagne. La part des différents variants, vous le disiez hier, 60% de variants anglais et les autres variants 6%. On arrive à contenir le variant sud-africain et le variant brésilien. Bien. Vous prenez des décisions. Compte tenu de ce qui se passe au niveau national. Vous prenez des décisions qui font réagir. Pas de confinement national, c'est ce que répète Emmanuel Macron, c'est ce qu'il vous dit tous les mercredis matins. Pas de confinement national. C'est ce que nous nous disons tous les mercredis matins. Quelle que soit la situation sanitaire. Pas quelle que soit la situation sanitaire. On prend toujours les décisions adaptées au bon moment pour faire face à ce que nous observons. Quand on observe qu'il y a une croissance non maîtrisée du virus, avec des hôpitaux qui se remplissent, des réanimations qui débordent, et qu'on sait qu'il va y avoir beaucoup de morts, alors on prend des décisions nationales pour protéger les Français. Nous l'avons fait 2 fois, le 17 mars dernier. Vous n'excluez pas de le faire une 3e fois si la situation s'aggrave. Nous n'excluons jamais rien. Nous faisons tout pour ne pas nous retrouver dans la situation de devoir choisir. Donc aujourd'hui, confinement localisé. C'est le choix fait. Partiel et localisé. Et localisé. Je prends l'exemple du Pas-de-Calais. Confinement, 3 week-ends, c'est bien cela. 8h, 18h, 8h le samedi, 18h le dimanche soir, c'est bien cela. Et couvre-feu le reste du temps. Et couvre-feu le reste du temps. Un confinement partiel le week-end. En fait, c'est un confinement plus que partiel, dans le Pas-de-Calais, non? C'est ce qui ressemble au confinement que les Français connaissent sur la période de week-end, avec le couvre-feu en période de semaine. Pourquoi, Jean-Jacques Bourdin? Pour limiter les interactions sociales. Hélas, j'ai conscience que la mesure peut être dure à vivre. Elle a été extrêmement bien respectée, d'ailleurs, je tiens à le souligner, à Nice, le week-end dernier, pour sa première application, et à Dunkerque, où les gens ont compris et se sont vraiment mobilisés pour éviter d'avoir une épidémie qui terrasse davantage de gens dans leur entourage. Pas-de-Calais, donc, confiné le week-end, pas la Seine-Saint-Denis avec les mêmes chiffres, pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord, la charge sanitaire hospitalière n'est pas la même dans la région Hauts-de-France et dans la région Île-de-France. Et ensuite, la Seine-Saint-Denis, c'est toute l'Île-de-France. Parce qu'il y a de telles interactions sociales entre un département francilien et un autre que mettre en place des mesures le week-end en Seine-Saint-Denis, ça voudrait dire les mettre en place dans toute l'Île-de-France. Or, si cela pouvait se discuter dans le département de la Seine-Saint-Denis, dans un certain nombre de départements limitrophes, ça n'était pas indispensable à ce stade. Donc le choix qui a été fait, c'est d'être encore en surveillance active, en vigilance, d'aller tester massivement, d'aller alerter massivement, d'avoir des démarches d'aller vers les populations en Seine-Saint-Denis pour les aider à accéder à la vaccination lorsqu'ils en sont éloignés, et donc gagner encore du temps sur ce virus et cette épidémie. 23 départements sous surveillance, 3 départements se sont ajoutés, les Hautes-Alpes, l'Aisne et l'Aube. 23 départements sous surveillance, ça veut dire quoi? Ça veut dire interdiction de fréquenter certains lieux de forte affluence? Oui, ça veut dire que les élus locaux sont aussi non seulement habilités, mais encouragés à exclure, je dirais, des lieux de circulation, tous les endroits qui sont propices à des grands rassemblements. Des rues, des jardins publics, Oui, ça peut être ça, bien sûr. Bien sûr. Là où on voit que les gens se rassemblent, ne portent pas nécessairement de masque, sont très nombreux, concentrés. Oui, encore une fois, pas pour... je crois que chacun a compris que l'idée n'est pas d'empêcher les gens de vivre. L'idée est de leur permettre justement de vivre le plus normalement possible, le plus vite possible, et de sauver des vies. Et puis, fermeture des grands centres commerciaux de plus de 10 000 mètres carrés. 5 000 mètres carrés dans les territoires. 5 000 mètres carrés, même. C'était 5 000 mètres carrés dans les Alpes-Maritimes, dans le département du Nord. Et dans les 23 départements sous surveillance, ça va être le cas? Dans les départements sous surveillance, il n'y a pas nécessairement de fermeture des grandes surfaces. Et nous avons, vous savez, laissé la main à la concertation entre les élus, les représentants de l'État, ARS, préfets dans les territoires, pour leur dire, vous connaissez votre territoire, vous connaissez vos populations, voilà la situation épidémique et sanitaire, dites-nous. À ce stade, est-ce que vous nous demandez d'intervenir nationalement? Ou est-ce que vous êtes capable de prendre les bonnes décisions? Est-ce que vous les connaissez? On vous aide, évidemment. Et dans ce dialogue concret, sortent des mesures qui, je le pense, je l'espère vraiment de tout cœur, seront efficaces. Campagne de dépistage massif ce week-end. C'est vrai ou pas? Cette information a circulé dans toutes les salles de rédaction hier, et notamment campagne de dépistage massif dans les 23 départements sous surveillance. Je vais vous répondre simplement. La campagne de dépistage massif en France, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Plus de 2 millions de tests par semaine.
Donc il n'y Comparez-nous. aura pas d'accélération particulière ce week-end. Vous êtes toujours prompt à nous comparer, vous avez raison, avec nos voisins. Comparez le nombre de tests par habitant réalisés en France semaine après semaine. Ces tests sont gratuits, d'accès libre, dans les pharmacies, dans les laboratoires, chez les médecins, dans les barnums. Et oui, nous concentrons encore davantage nos forces dans les départements dans lesquels le virus et les variants circulent le plus. C'était le cas notamment en Moselle, où ils étaient quasiment au double de la moyenne nationale en termes de dépistage. Et nous continuons. Et ce week-end, nous testons, nous vaccinons, mais la semaine prochaine, nous testerons, pas plus que la nous semaine vaccinerons. prochaine, pas moins. Mais plus nous testons, mieux nous nous portons. Bien. Jean-Jacques Bourdin, c'est pas comme Oui. si on était limité en nombre de tests. Oui. Nous appelons les Français qui le souhaitent à se faire tester librement dès qu'ils ont un doute, un soupçon, qu'ils sont cas contact évidemment, qu'ils ont des symptômes bien sûr. Ils peuvent accéder dans 12 000 points de tests sur tout le territoire. Est-ce que vous craignez une pénurie de plastique pour les tests PCR et antigéniques? Alors c'est du polypropylène et Eh oui. nous avons pris Fabriqué en Asie. Nous avons pris les bonnes décisions au bon moment, je le dis, parce qu'il y avait effectivement des menaces de tension mondiale sur le polypropylène, qui est indispensable pour fabriquer des petits cônes en plastique qu'on met dans les machines PCR. Des fois, vous savez, il faut être vigilant sur tout. Et donc, nous avons passé des commandes massives avec Santé publique France en Chine. 57 millions de cônes en plastique ont été commandés. Les premières livraisons arrivent dans 10 jours. Nous avons mis en place une plateforme nationale. 8 jours sur de laquelle... réserve, nous avons. Mais non, on a plus que ça. Nous avons une plateforme nationale sur laquelle chaque centre hospitalier public ou privé ou laboratoire a pu s'inscrire pour nous dire nous manquons de cônes. Nous avons par exemple ravitaillé les hôpitaux parisiens avec plus d'1 million de cônes. Et donc nous allons passer ce cap et ensuite les livraisons arriveront et nous aurons de quoi faire pour 6 mois. Est-ce que ça ira mieux dans 4 à 6 semaines? J'espère. Nous avons des raisons de le penser et nous avons des raisons de l'espérer. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron le dit? Parce qu'il a des raisons de le penser, de l'espérer, tout comme moi. Jean-Jacques Bourdin, qu'est-ce qui se passe dans 4 à 6 semaines? Dans 4 à 6 semaines, nous aurons vacciné une grande partie des publics les plus fragiles et vulnérables. Et qu'est-ce que nous observons? 5 millions de personnes ont reçu au moins une injection. Les personnes les plus âgées, les plus fragiles, les plus malades. Et nous constatons 5 une millions baisse. de personnes, une injection? 5 millions de personnes ont été vaccinées. Non, 5 millions de personnes ont reçu une injection, c'est-à-dire en comptant les premières et les deuxièmes injections. Il y a eu 5 millions d'injections, si vous préférez. Ouais. 3 millions 2, 1 million 8. Hein. Exactement. Et qu'est-ce que nous constatons? Oui. Et qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'il y a une diminution de la circulation du virus chez ces publics qui ont été vaccinés, c'est-à-dire chez les gens qui sont très âgés. Et nous constatons qu'il y a une diminution des hospitalisations et des cas graves. Et puis dans 4 à 6 semaines, il y a le printemps. Jean-Jacques Bourdin. Et l'année dernière, nous avons vécu le printemps. En France, en Europe et dans tous les pays qui correspondent à notre zone géographique, on a vu qu'il y avait une baisse de la circulation du virus. Donc nous avons des raisons d'espérer. Nous ne faisons pas de prédictions, mais nous donnons aussi des perspectives aux Français. Dans 4 à 6 semaines, retour à une vie plus normale. Progressivement. C'est ce que dit le porte-parole du gouvernement, ce n'est pas moi. Le porte-parole du gouvernement dit, et il a raison de le dire, un retour progressif à une vie plus normale à partir de 4 à 6 semaines. Entendez aussi le message qu'il y a derrière, Jean-Jacques Bourdin. Ça veut dire que pendant 4 à 6 semaines, il n'y a pas de retour progressif à la vie normale. Oui, ça veut dire dans 4 à 6 semaines, retour progressif à la normale, ça veut dire ouverture. Ça veut dire des réouvertures progressives et nous y travaillons. Alors, vous travaillez à des réouvertures progressives. Réouverture de quoi? De quels établissements? Réouverture des bars, des restaurants, des salles de spectacle, des salles de sport, des stades, des musées? Quand je dis que nous y travaillons, c'est que vous savez que nous disposons de protocoles sanitaires adaptés pour tous les types d'établissements qui reçoivent du public, et qu'ensuite, par degré de risque décroissant de contamination, nous procéderons à des réouvertures. Je ne vais pas ici vous donner ni date, ni la nature des lieux concernés, parce que ce ne serait pas responsable à l'heure où la situation épidémique ne prête pas à envisager des réouvertures. Si la situation épidémique continue à s'améliorer, est-ce que dans 4 à 6 semaines, on pourra aller au cinéma, au musée ou au restaurant? Je viens de vous dire que je ne vous donnerai pas de... Vous savez, la complexité de l'exercice, comprenez bien. Non, mais c'est pour donner une perspective. Bien sûr, mais justement... Vous savez, les Français ont besoin de perspective. Je suis d'accord avec vous. On en a tous besoin. Je suis d'accord avec vous et tout le monde a besoin de perspective. Nous sommes à un moment qui est un moment qui... Parce que le dialogue qu'on peut avoir, il peut paraître paradoxal pour les Français qui nous regardent, je le crois. Oui. Nous leur disons actuellement, la situation, elle est grave sur le plan de l'épidémie. Le virus circule beaucoup, plus de 20 000 contaminations par jour. Les hôpitaux sont chargés. Les soignants nous disent, attention, il y a beaucoup de réanimation. Donc, nous disons aux Français, on est à la limite de décider de confinement partiel dans des territoires. On se réserve la possibilité de prendre des décisions plus dures si la situation devait devenir plus dure. Et en même temps, on leur dit, mais dans 4 à 6 semaines, vous savez, ça va commencer à aller mieux. Pourquoi? Parce que nous devons tenir.
Et pour tenir, il faut aussi avoir des perspectives. Et c'est vrai, il y aura des jours meilleurs. Nous l'avons connu l'année dernière. Et quand je dis que nous y travaillons, c'est que nous travaillons en bonne intelligence avec les différents secteurs économiques, sportifs, culturels, pour anticiper que ça se passe bien. Est-ce qu'une personne va s'occuper de la réouverture? Il n'y a pas besoin qu'une personne s'occupe de la réouverture. Une équipe. On est sur ce qu'on appelle les task force en afro-anglicisme. Bon, d'accord. Rouvrir les restaurants au déjeuner, certains députés le demandent, comme en Espagne. C'est une idée? Alors, quand on dit comme en Espagne, oui. Jean-Jacques Bourdin. En réalité, les bars, les restaurants ont été fermés pendant des mois dans la plupart des régions espagnoles. C'est pas parce qu'une région, vous savez, c'est là-bas, c'est des décisions régionales. En l'occurrence, c'est la Catalogne qui avait ouvert 2 heures par jour les restaurants. Quand c'était fermé partout, il y a même des régions qui étaient en confinement généralisé. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, rouvrir des bars et des restaurants au moment où nous disons aux Français que nous devons confiner des départements entiers le week-end ne me paraît pas raisonnable ni adapté. Pas d'ouverture à midi, au déjeuner. Nous rouvrirons les restaurants les midis ou les terrasses dès que nous le pourrons. Aujourd'hui, ce n'est pas la situation. Est-ce que les restaurants seront ouverts avant l'été? Je le souhaite vivement. Ce serait une mauvaise nouvelle si nous ne pouvions pas le faire, ne serait-ce que partiellement ou en extérieur ou les midis. Ce serait une mauvaise nouvelle parce que ça voudrait dire que le virus nous aurait joué des vraiment mauvais tours. Dans 4 à 6 semaines, pourquoi pas? Nous verrons. Nous verrons. Olivier Véran, quel droit de visite pour les familles dans les EHPAD? Est-ce que les résidents des EHPAD vont pouvoir sortir? Alors, les résidents des EHPAD vont pouvoir sortir s'ils sont vaccinés avec au moins 15 jours de recul après la 2e injection. C'est ce que nous a demandé, c'est ce que nous a demandé le Conseil d'État. Et nous avions, avant la décision du Conseil d'État, saisi ce qu'on appelle le Haut Conseil de santé publique, qui nous avait encouragé à le faire. Donc, nous rendons progressivement la liberté. Mais vous savez, nous avons réussi à vacciner plus de 80% des résidents dans les EHPAD. Il nous manque encore des soignants dans les EHPAD que nous devons vacciner pour vraiment les protéger. Mais nous allons rendre le maximum de liberté à ces personnes âgées qui ont vraiment morflé depuis 1 an. Croyez-moi, ce sera même un vrai bonheur que de pouvoir les voir sortir des EHPAD et retrouver droit de visite dans les EHPAD et le droit de visite existe aujourd'hui, il est encadré. Oui, il est encadré. On ne prend pas de risque. Assoupli et possibilité de sortir. Et possibilité de sortir. Bien, Olivier Véran, tant que vous avez des vaccins dans les frigos, je ne reconfinerai pas les gens. C'est pas moi qui dis ça, c'est Emmanuel Macron qui le dit. Vous étiez en Conseil de défense? Non. Bon, moi je ne commande pas les conseils de défense. Ça a été rapporté par des proches de l'Élysée, donc je peux les croire. Non, vous savez très bien que je ne commande pas les conseils de défense. Par contre, on peut discuter sur cette phrase, si vous voulez. Oui, elle est très intéressante, cette phrase. Alors allez-y. Dites-moi pourquoi elle est très intéressante. Non, mais allez-y. Allez-y, vous êtes le ministre de la Santé. Non, ce qui est évident, c'est que nous partageons tous le même objectif. Nous voulons vacciner le plus vite possible, dans des conditions de sécurité, et tout en ciblant les publics les plus fragiles. Ce que nous avons fait, encore une fois, souvenez-vous, les démarrages de janvier, on nous disait vous êtes lent. À l'arrivée, qu'est-ce que vous disiez en janvier? Pardon, Olivier Véran. La vaccination, c'était le 14 janvier. Jean Castex, la vaccination, c'est la priorité des priorités. Et ça l'est. Le 14 janvier. Ça l'est. Oui, ça l'est toujours. Ça l'est, Jean-Jacques Bourdin. Non, mais heureusement que ça l'est. Bien 2 sûr. mois après, heureusement. Et 2 mois après, nous avons vacciné plus de 80% des résidents dans les EHPAD. 2 mois après, l'âge moyen du Français vacciné, c'est 72 ans. C'est 72 ans. 2 mois après, nous avons proposé la vaccination à tous les soignants. Certains, beaucoup l'ont accepté, d'autres ne l'ont pas encore accepté. Et donc, nous vaccinons, ce qu'on appelle en flux tendu. Dès que des doses arrivent, elles sont dans les centres, elles sont dans les hôpitaux. Ce que nous constatons, et c'est important de le comprendre, c'est qu'il y a 400 000 doses du vaccin AstraZeneca livrées aux hôpitaux pour vacciner les soignants, qui sont prioritaires, mais aussi les pompiers, les ambulanciers, les aides à domicile, et que ces doses n'ont toujours pas trouvé preneur suffisamment vite. Nous en tirons les conséquences et nous demandons à ce que ces doses puissent être récupérées par les centres de vaccination pour les proposer à la population générale, âgée de 50 ans et plus, atteinte de maladies qui les exposent à des risques de formes graves. À partir de ce week-end À partir d'aujourd'hui et ce week-end en particulier. Oui. Ces doses vont être récupérées pour être inoculées à des personnes qui en ont besoin. Oui. Mais les soignants aussi en ont besoin. Donc dans le même temps, on travaille. Mais ne veulent pas. Mais c'est pas qu'ils ne veulent pas. Beaucoup ne veulent pas. Pardon, beaucoup ne veulent pas en disant AstraZeneca, c'est dangereux, on n'est pas sûr de ce vaccin. Bon, je ne peux pas vous laisser dire que les soignants disent que le AstraZeneca est dangereux. Non. Mais j'ai entendu tellement de témoignages. Jean-Jacques Bourdin, les soignants, comme d'autres Français, comme d'autres catégories de Français, ont pu hésiter pour accéder avant d'accepter de se faire vacciner. Ils ont pu hésiter et c'est leur droit. Aujourd'hui, je les encourage, je leur écris une lettre ce matin pour les enjoindre à se faire vacciner et à se protéger pour eux et pour leurs malades, parce que c'est fondamental. Et je suis convaincu que le taux de couverture vaccinale des soignants va augmenter dans notre pays. J'en suis, regardez-moi, convaincu. Non, mais moi je vous regarde. Pourquoi est-ce que la vaccination des soignants n'est pas obligatoire? Pourquoi n'est pas rendue obligatoire?
Pourquoi ? D'abord, il y a des vaccinations, c'est vrai, qui sont obligatoires pour les soignants. Exactement. L'hépatite B, la poliomyélite. Moi, quand je suis arrivé à l'hôpital étudiant en médecine, j'ai dû présenter un certificat de vaccination pour montrer que j'étais vacciné. Oui. Donc ça existe dans le droit. Il faut un décret et on peut le faire. Souvenez-vous, vous m'aviez d'ailleurs posé la question, je crois, sur la vaccination grippale. Je vous avais dit, sur la grippe, c'est compliqué parce que le bénéfice individuel direct n'est pas complètement démontré et le taux de protection du vaccin antigrippal ne nous permet pas d'être totalement serein pour rendre obligatoire la vaccination. Dans le cadre du Covid, les choses, je le crois fondamentalement, sont différentes. 1, le vaccin est extrêmement efficace. 2, nous avons de plus en plus d'arguments qui nous laissent à penser que le vaccin protège de la contamination. Et troisièmement, nous constatons que le Covid est devenu la principale infection nosocomiale, c'est-à-dire que c'est une maladie qu'on attrape désormais à l'hôpital ou en EHPAD. Un soignant contamine un patient. Un patient qui vient pour une autre affection... Malgré lui, mais de fait, en ne se faisant pas vacciner, il augmente les risques de contaminer les patients. Est-ce admissible ? Donc, est-ce admissible ? Je vous pose simplement la question. Est-ce admissible ? Je ne vous dis pas que c'est admissible, je vous dis que c'est forcément regrettable. Chaque contamination de chaque Français, de toute façon, peut être en soi évitée. Bien. Maintenant, les soignants, ils travaillent depuis 1 an en secteur hospitalier, en EHPAD, en ville. Ils ont sauvé toutes les vies. Ils se sont... Bon, donc je vais certainement pas leur jeter l'opprobre. Par contre, je leur ai écrit aujourd'hui, pour ce travail de conviction, je suis convaincu que le taux de couverture va augmenter. Si nous constations que malgré cela et malgré tout le travail que font les soignants vis-à-vis de leurs collègues eux-mêmes, ça ne suffisait pas, alors je saisirais le Conseil national consultatif d'éthique pour rendre la vaccination obligatoire. Pour leur obligatoire. poser la question de savoir s'il est éthique de refuser de se faire vacciner quand on est soignant, pouvant nous conduire à prendre des décisions supplémentaires. Nous verrons, nous n'en sommes pas encore là. La vaccination obligatoire. Ça peut aller jusqu'à la vaccination obligatoire. Nous verrons encore une fois. Non, ne préemptons pas le débat. Vous savez, on me disait que les résidents en EHPAD seraient 50 ou 60% acceptés de se faire vacciner. Nous en sommes bientôt à 85%. Ça monte et ça montera aussi chez les soignants. Et les enseignants Quoi, prioritaire. Les enseignants âgés de 50 ans et plus atteints de maladies chroniques qui les exposent à des risques de formes graves sont, comme tous les autres Français qui sont dans cette situation, prioritaires pour la vaccination aujourd'hui. Il avait été envisagé de rendre la vaccination prioritaire chez les enseignants. Nous fonctionnons encore une fois par risque de gravité. Nous protégeons celles et ceux qui vont à l'hôpital et celles et ceux qui vont en réanimation. Vous ne changerez pas cet ordre. Nous faisons, honnêtement, c'est du bon sens que de vacciner en priorité ceux qui sont les plus fragiles. Bien, regardons la vaccination. En 2 mois et 9 jours. 2 mois et 9 jours de vaccination. 3 200 000 vaccinés, 2 doses. 1 800 000 vaccinés, 1 dose. Combien de doses de vaccins avons-nous reçues en France en 2 mois et 9 jours? Nous en sommes un peu plus de 7 millions de doses reçues à date. Mais attention, Jean-Luc Bordeaux, parce que je voyais un tableau qui circulait la semaine dernière pour montrer comme la France ne savait pas vacciner. Disant, regardez, on a fait 4 millions de vaccinations sur 7. Le tableau était faux, c'était 6, parce qu'il y a eu des retards de livraison de la part des labos. Ensuite, nous recevons des vaccins 2 à 3 jours par semaine. Si vous regardez le jour où on a reçu 800 000 vaccins, vous allez nous dire, regardez, vous avez 800 000 vaccins que vous n'avez pas injectés. Oui, ils viennent d'être reçus, Jean-Jacques Bourdin. Quand vous avez un centre de vaccination qui planifie tout sur une semaine, et que vous avez des livraisons qui arrivent le vendredi, par exemple, il est tout à fait normal que le centre de vaccination garde suffisamment de vaccins pour pouvoir vacciner jusqu'au mercredi. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Nous sommes à plus de 85% des doses de Pfizer qui sont injectées chez les patients. C'est pareil dans les vaccins Moderna. Chez l'AstraZeneca, ça montera beaucoup à la fin du week-end. Nous sommes à combien? Nous sommes entre 25 et 30%, parce que nous avons reçu des grosses livraisons, 800 000 vaccins AstraZeneca, qui ont été reçus hier, sur 2 millions de doses qui ont été reçues depuis le début. Pardonnez-nous de devoir attendre quelques jours pour pouvoir l'injecter. Ce qui est indispensable, c'est la transparence. Nous avons fait quelque chose en France, qui est que nous avons rendu accessible en open data le nombre de doses reçues par chaque centre, le nombre de rendez-vous pris par chaque centre, le nombre d'injections réalisées par chaque centre, pour les 1269 centres de notre territoire national. Donc chaque Français peut aller voir sur Internet combien son centre a pris de rendez-vous par rapport au nombre de doses qu'il a reçues. Je n'ai aucun stock à Paris, je n'ai rien au ministère. Tout est dans les centres, tout est dans les hôpitaux, tout est dans les pharmacies. Et croyez-moi, la mobilisation de tout le monde, parce que quand on dit que vous n'allez pas assez vite, pardon, vous avez derrière les milliers de personnes qui vont être encore au charbon ce week-end dans tous les centres pour pouvoir protéger les Français. Un médecin généraliste qui commande des vaccins attend 8 jours avant de recevoir les doses. Alors, avant d'aller chercher chez le pharmacien. Mais attendez, Jean-Luc Bourdin, mais c'est emblématique. Nous disons aux médecins, c'est ce que les médecins disent. Nous disons aux médecins, nous voulons que dès que vous avez reçu les doses, vous vacciniez. Donc on vous demande de nous dire aujourd'hui combien de patients vous allez vacciner la semaine prochaine. Et nous, on va vous donner autant de doses qu'on pourra pour que vous puissiez le faire. Donc, ce qu'on leur dit, c'est vous nous dites, la semaine prochaine, je vais vacciner 30 patients. Vous recevez les doses le vendredi, et moi, je leur dis, vous avez jusqu'au lundi pour aller chercher les vaccins en pharmacie et faire vos injections. Sinon, ces doses, elles seront plus utiles
en pharmacie ou chez d'autres confrères qui sont prêts à vacciner. Donc, encore une fois, les choses sont... Plus vous anticipez, plus vous avez évidemment un délai entre le moment où vous commandez et le moment où vous injectez. Si nous n'anticipions pas, là, on aurait des doses qui arriveraient qui ne seraient pas utilisées. Quand les doses arrivent, elles sont utilisées. Tous les Français adultes seront vaccinés avant la fin de l'été. Je l'espère. Vous confirmez. Nous vous aurons- l'espérez Mais nous avons les doses, nous avons les commandes pour pouvoir le faire. Oui. Ensuite, il faut que les laboratoires respectent leur engagement, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui est même parfois loin d'être le cas. Vous comprenez l'Italie Bien sûr, je Qu'a comprends fait l'Italie. Mais bien sûr, je comprends l'Italie. vis-à-vis d'AstraZeneca? Oui, je le comprends. Vous Oui, comprenez? La oui. France pourrait faire la même chose. Nous pourrions faire la même chose. Vous l'avez fait? Nous verrons. Non. Vous l'avez fait ou pas? Nous verrons, Jean-Jacques Bourdin. Quoi? Nous verrons quoi? Nous verrons. C'est une Non, mais démarche. attends, nous verrons quoi? La France croit... Pour les auditeurs et téléspectateurs, je vais rappeler ce qu'a fait l'Italie. L'Italie a bloqué des doses de vaccins qui devaient aller en Australie d'AstraZeneca parce qu'AstraZeneca ne respectait pas ses contrats commerciaux. Oui. Est-ce que la France peut faire la même chose? La France croit à une démarche européenne depuis le premier jour. L'Italie Donc nous- est membre de l'Union européenne qui a Justement, approuvé donc sa nous position. Nous discutons de près avec les Italiens, mais aussi avec l'ensemble de nos France homologues fait la même chose européens pour avoir en la matière une démarche européenne. Ce n'est pas à moi d'en La parler. France peut faire la même chose. Croyez-moi, plus j'ai de doses, Oui. plus je suis heureux comme ministre de la Santé. Donc la France peut faire la même chose. La France est habilitée à discuter avec ses partenaires européens en vue de faire en sorte que les laboratoires respectent leurs engagements et leurs contrats. Ça me paraît être, là encore, Ce qui du n'est bon pas sens. toujours le cas. On est bien d'accord. Est-ce que le taux de mortalité dans les EHPAD a baissé depuis le début de la vaccination? Il semble que le taux de mortalité en général chez les Français âgés de 80 ans et plus baisse, en tout cas le taux d'infection et le taux de réanimation. Attention, il y a un décalage entre l'infection et le décès des patients. Ça peut prendre plusieurs semaines d'écart. Donc sur la mortalité, il est difficile encore de le mesurer. En revanche, sur les contaminations, c'est net. Si vous avez vu la courbe de l'incidence sur les personnes âgées, sur l'âge moyen des patients en réanimation qui diminue, sur l'âge moyen des patients admis aux urgences qui diminue, donc tout laisse à penser que la mortalité va pouvoir diminuer aussi chez les personnes âgées, ce qu'on constate dans les autres pays Donc, qui, pour comme nous, l'instant- ont vacciné des Pour millions de personnes. l'instant, on n'a pas de confirmation de la baisse. Hein, Sur de la mortalité. Sur la mortalité, c'est un indicateur, pardon pour le mot, tardif Tardif. de l'impact de la vaccination. Sputnik V, bientôt acheté par l'Union européenne et par la France? Sputnik V, enfin déposé Oui. devant l'Agence Oui. européenne du médicament pour faire ce qu'on appelle un rolling review, c'est-à-dire Oui. une analyse scientifique de toutes les données des études cliniques menées en Russie en vue de savoir si le vaccin est digne de bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché en Europe. Bien. On Et rentre le enfin vaccin dans la phase de la transparence, la phase scientifique d'analyse européenne de ce vaccin. C'est forcément une bonne nouvelle. Et mercredi matin, le président de la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, était avec moi et demandait à ce que l'on réserve le futur vaccin Johnson & Johnson aux 18-24 ans. Une bonne idée? Il y a beaucoup d'idées, le président de la région Oui, vous ne PACA. vous aimez pas, je sais. C'est mais- pas que je ne l'aime pas, c'est Mais pas si, du tout. que C'est que si, je si, constate si. qu'en faisant la liste des idées et Si. parfois des injonctions, Oui. la liste peut être longue. Encore une fois, la bonne idée, Jean-Luc Bourdin, il y en a une en fait. C'est l'idée que nous avons en France, qui est l'idée européenne. C'est l'idée que nous proposent tous les scientifiques. C'est de vacciner celles et ceux qui vont en réanimation et qui meurent du virus aujourd'hui. La bonne idée, c'est de sauver des vies en priorité. La bonne idée, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus des familles endeuillées par milliers tous les mois dans notre pays. Ça, c'est la bonne idée. Et c'est, je vais vous dire, vraiment la priorité des priorités, celle que nous suivons avec rigueur depuis le début. Quand est-ce que les pharmaciens, les sages-femmes pourront vacciner? Les pharmaciens et les sages-femmes peuvent vacciner depuis aujourd'hui. J'ai signé le décret. Aujourd'hui, ça y est? Le décret a été publié. Aujourd'hui. Oui. Donc aujourd'hui, si je suis dans le cadre imposé, je peux aller chez mon pharmacien et me faire vacciner. Avec Oui. quel vaccin? Avec le vaccin AstraZeneca qui est disponible. Alors ils peuvent participer en centre de Il vaccination va falloir avec faire la promotion de ce vaccin peuvent- AstraZeneca, hein, parce que... J'ai essayé. Oui. Je l'ai reçu, le vaccin Oui, vous l'avez AstraZeneca. reçu. Vous croyez que si je Oui, non, mais considérais d'accord. que le vaccin Une était campagne dangereux de ou inefficace, je ne me serais pas fait communication, vacciner. je ne sais Je me suis fait vacciner en toute confiance. Le vaccin AstraZeneca, vous savez, il a pâti, c'est vrai, d'une mauvaise réputation au départ. Ouais, oui. Parce qu'il y a eu des cafouillages dans les études cliniques, parce qu'on disait qu'il était moins efficace que les vaccins ARN messagers, etc., etc. À l'arrivée, qu'est-ce qu'on constate? En vie réelle, c'est mieux qu'une étude clinique. Sur des dizaines de milliers d'habitants, par exemple en Écosse, on constate qu'il est efficace à plus de 90% pour limiter les risques de formes graves, qu'il est efficace à tous âges de la vie. Les réserves sont levées. Et donc, nous pouvons faire profiter de l'AstraZeneca les Français qui souhaitent se faire vacciner. Passeport sanitaire ou certificat. Passeport sanitaire, bon, c'est un nom générique. Hein. Projet de passeport présenté le 17 mars par la Commission européenne qui avance. Il semble qu'on avance pas très vite en France. Réunion à l'Élysée, je crois, avec le président de la République. C'était mercredi en fin d'après-midi, c'est bien ça? En fait, il y a deux sujets. Oui, alors allez-y. Il y a deux sujets. Il y a le sujet européen qui est la circulation d'un État à l'autre Oui. en fonction de son statut vaccinal.
qui s'apparente plus à une notion de passeport. Et la question de l'accessibilité des lieux qui sont aujourd'hui fermés, lieux culturels, sportifs et autres, lorsqu'ils seront rouverts pour des publics en fonction de données sanitaires, vaccinales ou autres. Ce sont deux sujets. Je vais vous dire ma conviction profonde. En France, je peux me tromper, dans ce cas-là, vous me direz dans 2 mois que j'avais tort. Je considère qu'en France, on est un pays égalitaire, égalitariste. C'est pas un pays dans lequel on va dire si tu es vacciné, tu peux rentrer là, si tu ne l'es pas, tu ne peux pas rentrer là. Je ne le crois pas. En revanche, qu'on ait une réflexion sur des indicateurs sanitaires collectifs qui nous permettent d'envisager la réouverture de certains établissements, vous parliez des restaurants, des cinémas, etc. Ça oui. Et en revanche, qu'on puisse avoir un certificat de vaccination pour pouvoir voyager au sein de l'Union européenne, si c'est une décision européenne, pourquoi pas? Ce que je veux vous dire, c'est que nous travaillons à toutes ces questions, parce qu'il y a des enjeux éthiques, il y a des enjeux juridiques, il y a des enjeux sanitaires, il y a des enjeux numériques qui sont importants. Bien sûr. Et donc, tout cela s'anticipe, Jean-Jacques Bourdin. Donc, croyez-moi, nous sommes dans l'anticipation et nous y travaillons. Ce n'est pas un sujet pour aujourd'hui. Ce n'est pas un sujet pour dans 1 mois. Ça peut être un sujet, avant l'été, pour avant l'été. Mais je le dis, je ne crois pas que le scénario le plus probable soit un scénario en fonction duquel, selon qu'on soit vacciné ou non, on puisse rentrer dans tel ou tel lieu. Pas en France, je ne le crois pas. Peut-être que je me trompe, je ne veux pas préempter le débat. Ce débat est légitime. Nous solliciterons des experts pour nous accompagner. Et puis j'ai une dernière question qui n'a rien à voir avec le Covid. Est-ce que des repas végétariens dans les cantines sont bons pour la santé des enfants? Bon, si c'est un repas sans viande ou sans poisson par semaine dans une cantine, si c'est fait avec une vocation non idéologique, mais que c'est fait par exemple pour avoir de l'équilibre alimentaire pour les gamins, je vous le dis, comme moi, comme père de famille, il m'arrive de faire j'avais fait des pâtes ricottes épinards à mes enfants le dimanche soir. C'est pas la même chose que ce qui était proposé par le maire de Lyon à la réflexion. Parce que lui avait dit on va retirer toute la viande des cantines pour des raisons sanitaires. Non, s'il retire la viande, c'est pour d'autres raisons que des raisons sanitaires et c'est un autre sujet. L'alimentation doit être équilibrée et si je peux me permettre, foutons la paix à nos gamins avec les questions d'ordre politique et idéologique, faisons en sorte qu'ils mangent bien. Travaillons, et c'est ce que je fais comme unité solidarité, pour diffuser la cantine à moins de 1 euro dans les communes rurales. Travaillons pour que le petit déjeuner gratuit à l'école, dans les écoles pour les gamins, soit généralisé dans tous les quartiers pauvres. Ça, ce sont des priorités pour moi. Nous y travaillons avec Julien Denormandie, avec Jean-Michel Blanquer. Nous prenons notre bâton de pèlerin pour aller convaincre les élus. Ce sont des belles mesures sociales et qui sont des belles mesures aussi nutritionnelles pour les enfants. Développons les circuits courts, développons le bio. Gratuit. Mais je le souhaite. Aujourd'hui, nous le payons aux collectivités. Nous constatons qu'il y a des collectivités qui s'engagent sur cette voie et d'autres, notamment des très grandes qui se disent pourtant très sociales et écolo. On n'est pas très loin d'une de ces communes où ça pourrait véritablement être développé plus fort. Un gamin qui arrive après avoir pris un petit déjeuner à l'école, par an, en moyenne, il va gagner 1 mois d'apprentissage des maths et des lettres. C'est terrible de voir des gamins qui ont faim arriver à l'école. L'éducation, c'est aussi ça, et nous devons le travailler à Paris, mais aussi ailleurs. Merci Olivier Véran d'être venu nous voir ce matin. 8h57, RMC et BFM TV.